Desi Arnaz, 69 ans, est mort aujourd'hui d'un cancer du poumon. Dans les années 50, l'exilé cubain Desi Arnaz était l'un des visages les plus familiers du petit écran. Lucy, j'ai une surprise pour toi. Aux côtés de Lucille Ball, sa femme à la ville comme à la scène, Desi avait conquis le cœur des Américains dans le rôle du mari, Ricky Ricardo. Ça suffit, vous deux. L'émission I Love Lucy a eu un succès phénoménal. Ils ont donné un nouveau visage à la télévision. Avec leur société de production, Desilu Productions, Desi allait devenir l'un des hommes les plus influents de la télévision. Tout ce qui se faisait à Hollywood passait par Desilu. Leur société est devenue énorme. Mais avec la gloire et la fortune, l'homme multiplie les excès. Dans cette course au plaisir, les démons de l'addiction ont refait surface. Il a toujours été un homme d'excès. Des vices incontrôlables qui allaient précipiter sa chute. Quand il buvait, il n'était plus le même homme. Si Desi buvait, alors il y allait franco. Desi n'avait pas cette boussole naturelle qu'ont la plupart des gens, la discipline. L'acte de décès de Desi Arnaz indique clairement qu'il a succombé d'un cancer du poumon. Lorsqu'il est détecté à un stade précoce, l'espérance de vie des malades est actuellement de 5 ans dans 56% des cas. Or, Desi est mort 9 mois seulement après son diagnostic. Par conséquent, je me demande si le diagnostic a été réalisé trop tard, ou si Desi souffrait déjà d'une autre pathologie qui aurait précipité sa mort. En enquêtant sur sa vie, j'espère découvrir la vérité sur les causes de la mort de l'une des figures les plus populaires du petit écran. Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale. Il a réalisé plus de 5000 autopsies au cours de sa carrière. Depuis plus de 20 ans, il collabore avec les forces de l'ordre et les experts judiciaires pour élucider des cas de mort suspectes ou violentes, faisant ainsi toute la lumière sur les circonstances de ces décès. Je tiens entre les mains l'acte de décès de Desi Arnaz, délivré par l'État de Californie. Il indique que la cause immédiate de son décès est un cancer des poumons. J'aimerais comprendre pourquoi Desi est mort seulement 9 mois après son diagnostic et savoir s'il avait d'autres problèmes de santé qui auraient pu aggraver son état. Outre l'acte de décès, je m'appuierai sur les témoignages de ses proches et d'autres documents pour enquêter sur la vie de Desi en détail et pour faire la lumière sur la mort de cet artiste si populaire. Décembre 1985, San Diego, Californie. Un an avant sa mort. Lucy Arnaz, la fille de Desi, a laissé mari et enfant à la maison pour s'occuper de son père. Lucy adorait son père. Elle habitait à New York, mais pendant les dernières années de la vie de son père, elle faisait souvent le voyage. Elle était très dévouée et voulait passer le plus de temps possible avec lui. 30 ans se sont écoulés depuis que Desi Arnaz et Lucille Ball ont gagné le cœur de toute une nation grâce au couple qu'ils formaient à la télévision. Je pense qu'il n'y avait personne de plus adulé que Desi et Lucy. Car leur histoire d'amour n'existe pas uniquement devant les caméras. L'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre crevait l'écran. Oh, merci mon chéri, des fleurs. Oui, Leur amour était bien visible, non seulement parce qu'ils étaient deux acteurs de talent, mais aussi parce qu'ils étaient profondément amoureux l'un de l'autre. Lucy et Desi pensaient sûrement qu'ils finiraient leur vie main dans la main. À 68 ans et divorcé de Lucille depuis de longues années, Desi est en mauvaise santé. Depuis quelque temps, il a du mal à respirer. On peut être essoufflé pour de nombreuses raisons, un simple rhume ou une bronchite. Mais dans le cas de Desi, il s'agissait plus vraisemblablement de signes avant-coureurs de son cancer. Je veux examiner tous les phénomènes présents dans l'organisme de Desi qui ont mené au diagnostic de son cancer. Desiderio Alberto Arnaz y de Hacha, troisième du nom, est né à Cuba en 1917. Fils unique de Desiderio, deuxième du nom, et Deloras de Hacha. Desi est né dans un milieu privilégié.
Son père était un homme politique haut placé, qui est devenu maire de Santiago. Le petit Desi était donc bien parti dans la vie. Plus tard, il était destiné à exercer une place importante dans la bonne société cubaine. Il a grandi avec des maisons, des yachts, de belles voitures, il montait à cheval, jusqu'à ce que la révolution arrive. En 1933, Cuba est en plein bouleversement. L'armée se retourne contre le président Machado, le forçant à fuir le pays. Des affrontements violents éclatent un peu partout et la propriété des Arnaz est détruite. Le père de Desi est devenu un ennemi politique du nouveau régime. Forcé de s'exiler, Desi doit abandonner sa mère et part pour Miami avec son père. Là-bas, père et fils se lancent dans l'importation de biens. Mon travail, c'était de prendre la camionnette pour aller sur les quais, décharger les bananes du bateau et les transporter jusqu'à notre entrepôt, où on vivait, mon père et moi. Le soir, on devait chasser les rats avant d'aller au lit. Lorsque l'importation de bananes périclite, Desi enchaîne les petits boulots et finit par trouver du travail comme musicien. Il travaillait pour Xavier Cugat, qui dirigeait un orchestre latin. Puis il a monté son propre groupe. Il adorait la musique. Ça faisait partie de sa culture, de ses racines. Il avait baigné dans la musique toute son enfance. Desi Arnaz a donc monté son orchestre et il a fait sensation dans la scène musicale et les clubs de New York. Il jouait une musique que personne n'avait encore jamais entendue et une danse que personne n'avait jamais vue, le conga. J'ai réussi à être en deuxième ligne, à côté de Desi. Il avait un très bon jeu de hanches. Et j'étais pas mal non plus. Desi enflammait les pistes de danse de tous les clubs new-yorkais avec le conga. Alors George Abbott, le producteur de Too Many Girls, l'a recruté dans son spectacle. Avec Too Many Girls, Desi brûle les planches de Broadway, au point que les producteurs l'envoient à Hollywood jouer le premier rôle dans l'adaptation cinématographique de la comédie musicale. Là-bas, Desi rencontre Lucille Ball, sa partenaire de jeu. Il raconte qu'elle était à la cafétéria et qu'en la voyant, il s'est dit « Quelle femme !» De son côté, elle raconte qu'il l'a emmenée danser un soir pour lui apprendre la rumba. Elle savait déjà faire, mais elle n'était pas contre un cours particulier. Entre eux, le coup de foudre a été immédiat. Mariés en 1940, Desi et Lucille continuent à travailler ensemble et créent bientôt la série télévisée la plus populaire de l'histoire. L'émission s'appelait I Love Lucy. C'était une sitcom absolument unique en son genre. On est prêt, Betty. Mais dites donc, Quoi? Tu étais pressée, non? personne ne va me voir comme ça. Au fil des 180 épisodes de 30 minutes, mari et femme endossent les rôles de Ricky et Lucy Ricardo, un couple loufoque. Desi joue un meneur d'orchestre cubain, une version très caricaturée de lui-même. Partons d'ici avant que j'oublie mes bonnes manières. Oublie ton accent aussi. Ça a tout de suite cartonné. Le lundi soir à 21h, tous les magasins fermaient. Les commerçants accrochaient un panneau devant leur porte avec écrit « Nous aussi, on aime Lucy, donc nous serons fermés jusqu'à 21h30 ». Aujourd'hui, si une sitcom fait 2 millions de téléspectateurs, c'est énorme. À l'époque, ils avaient 30 à 40 millions de téléspectateurs, semaine après semaine. Ils faisaient la une de tous les magazines, les journaux ne parlaient que de ça. C'était le couple le plus connu du monde entier. L'épisode où Little Ricky est né a fait plus d'audimat que le discours d'inauguration du président des États-Unis. Vous savez, I Love Lucy, c'est le genre de choses qui n'arrivent qu'une seule fois dans une vie. Et encore si vous avez beaucoup de chance. La seule information que donne l'acte de décès de Desi Arnaz est qu'il est mort d'un cancer du poumon. L'apparition d'un cancer de ce type peut s'expliquer par un système immunitaire affaibli. Le cancer se développe plus facilement lorsque les défenses naturelles de l'organisme sont affaiblies. Certains facteurs peuvent intervenir dans ce phénomène, comme le manque de sommeil, une surcharge de travail ou une période de stress prolongée.
Donc, je veux savoir si Daisy a été exposée à ces facteurs au cours de sa vie. Suite à son exil à Miami en 1934, quand il n'était encore qu'un adolescent, Daisy et son père ont travaillé dur pour se construire une nouvelle vie. Il avait tout perdu à Cuba et il avait redémarré à zéro. Je pense que ça lui a appris à prendre des risques et que s'il se ratait, ce n'était pas si grave. Cette période difficile pour Daisy a sans doute instillé chez lui ce qu'on appelle un locus de contrôle interne. En gros, si je ne peux pas contrôler les circonstances extérieures, ce qui se passe autour de moi politiquement par exemple, je peux contrôler ma façon d'y réagir. On voit donc se développer chez lui une force de travail et une ténacité extraordinaires. Poussé par son audace et son ambition, Daisy ne se cantonne pas au statut de star du petit écran. Il conçoit une méthode pour filmer les séries télévisées en direct qui permet de rediffuser I Love Lucy sur plusieurs chaînes partout dans le pays. À l'époque, on ne diffusait que les épisodes en direct. Monsieur Arnaz a dit « Pourquoi on ne filmerait pas devant un vrai public ?» Cela a ouvert la voie à toute une industrie et à des studios de tournage qui se sont développés grâce à cette idée. Au milieu des années 50, Daisy et Lucy dirigent Daisylou, une grande société de production de films et de télévision. Les bénéfices de la sitcom I Love Lucy leur ont permis d'acheter les studios RKO, qui sont devenus les plus gros studios au monde. Tout ce qui se faisait à Hollywood passait par la société de production Daisylou. J'ai toujours pensé que Daisy adorait la conquête, l'idée de bâtir un empire. Il parvenait à accomplir des choses remarquables. À la même période, la famille s'agrandit avec la naissance de Lucille et de Daisy Junior. Daisy était un père dévoué. Il adorait ses enfants. Et ses enfants le lui rendaient bien d'ailleurs. Il avait un cœur d'or. Daisy travaille d'arrache-pied pour résoudre les défis quotidiens de son métier de producteur, un rôle qui semble lui convenir à merveille. Ce n'était pas juste le mari cubain charmant ou le pitre de service. C'était un producteur aguerri et un réalisateur majeur incontournable. Daisy était incontestablement un homme travailleur et très compétent dans son domaine. De nombreux témoignages s'accordent pour dire qu'il aimait ses responsabilités. Au moment de sa mort, il avait pris sa retraite depuis longtemps et profitait des fruits de son travail. À ce stade de mon enquête, je ne pense donc pas que le stress ait beaucoup joué sur l'apparition de son cancer. Toutefois, moins d'un an avant sa mort, Daisy était essoufflé. Il s'agit probablement d'un signe avant-coureur de l'apparition de son cancer. 4 mars 1986, La Jolla, Californie, 9 mois avant sa mort. Daisy, accompagnée de sa fille, Lucy Arnaz, consulte le docteur Charles J. Campbell, un oncologue. Je ne me souviens plus exactement du moment où j'ai appris qu'il avait le cancer. Mais ce dont je me souviens, c'est qu'il n'était pas en forme et qu'il était déprimé depuis quelque temps. Je crois que cette nouvelle ne m'a pas beaucoup surpris. À en juger par son acte de décès, Daisy Arnaz avait été pris en charge par le docteur Campbell, un oncologue, 9 mois avant sa mort. C'est à ce moment-là qu'on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Le cancer du poumon se développe lorsque des cellules mutantes se multiplient et envahissent des cellules saines. Les cellules cancéreuses se développent de façon incontrôlée et se rassemblent pour former une masse que l'on appelle tumeur. Ces tumeurs empêchent les poumons de fonctionner correctement. Le tabagisme est de loin la plus grande cause de cancer du poumon. Je veux donc me pencher sur le passé de Daisy pour savoir à quel point sa consommation de tabac a joué sur son décès. Lucy, j'ai une surprise pour toi. C'est une Philip Morris. La cigarette préférée des Américains. Dans l'Amérique de l'après-guerre, près de la moitié des Américains fument. Il n'est donc pas surprenant que de 1951 à 1955, la série I Love Lucy soit sponsorisée par un fabricant de cigarettes. Vous avez goûté une Philip Morris? Vous allez adorer. Ils étaient incités à les montrer dans la série, à en fumer le plus souvent possible.
C'est bon. Tout le monde fumait. C'était matraqué à la radio, dans les journaux, tous les magazines, les émissions de télé, partout, on voyait des cigarettes. Pendant 4 ans, et afin de conserver leur sponsor, Daisy et Lucy sont tenus de fumer les cigarettes de la marque à l'écran et dans la vie. Daisy ne s'est jamais débarrassé de cette vieille habitude. Il adorait fumer. De nos jours, on sait pertinemment que le tabac est extrêmement dangereux. Quand on inhale la fumée de cigarettes, on absorbe tout un cocktail de substances chimiques carcinogènes qui peuvent abîmer l'ADN des cellules pulmonaires, provoquant ainsi la formation de cellules cancéreuses. Le tabagisme a forcément influé sur la santé de Daisy. Mais j'ai découvert qu'il ne se contentait pas uniquement de fumer des cigarettes. Daisy était cubain. L'image que j'ai de lui, c'est toujours avec un cigare cubain, soit à la bouche, soit à la main, mais jamais très loin. En tant que réfugié cubain exilé aux États-Unis en 1934, Daisy avait gardé un lien très fort avec ses racines. Je vis aux États-Unis depuis longtemps. Mais mon cœur est toujours cubain, vous savez. C'est tout un art de fumer le cigare. Et surtout à Cuba. Il y a le cigare qu'on fume après dîner, celui qu'on sort pour une grande occasion, pour accompagner un verre ou après l'amour. Il existe toutes sortes de cigares différents. Daisy fumait le cigarillo. C'est un mélange entre la cigarette et le cigare. Il en fumait 5 à 6 par jour, ce qui revient à dire qu'il en fumait en permanence, parce qu'il se consume très lentement. Mais contrairement à la majorité de fumeurs de cigares, Daisy était connu pour inhaler la fumée. Il adorait ces cigares cubains. C'était sa passion. On pense, souvent à tort, que fumer le cigare est moins dangereux pour la santé que les cigarettes. Mais, en raison du processus de fabrication, les cigares et les cigarillos contiennent des doses élevées de nitrosamines spécifiques du tabac, ou TSNA. Et ces TSNA sont parmi les composantes carcinogènes les plus dangereuses qui soient. En inhalant la fumée des cigarillos, Daisy exposait ses poumons à ce genre de substances extrêmement toxiques. Il est donc clair que le tabagisme a joué un rôle conséquent dans la mort de Daisy. Mais je sais par ailleurs qu'une affaire familiale a pu jouer sur un autre de ses vices, aussi connu pour provoquer le cancer, l'alcool. Le rhum était une affaire de famille. C'était dans son ADN. Le grand-père de Daisy est le cofondateur de la société de rhum Bacardi à Cuba. L'alcool fait donc partie intégrante de sa famille. J'associe toujours Daisy au Bacardi. C'était sa boisson préférée. De ses racines cubaines, son père, son grand-père, son oncle, il avait retenu la notion d'équilibre. Il fallait travailler dur et s'amuser au moins autant. Daisy aimait boire. Il adorait s'amuser. Et il voulait que tout le monde autour de lui s'amuse aussi. Mais au milieu des années 50, tandis qu'I Love Lucy est au sommet de sa gloire et que la société de production Daisy Lou est rachetée par un des plus grands studios de cinéma, ce n'est plus la fête qui pousse Daisy à boire. La pression des affaires a commencé à lui peser. Il s'est mis à boire dès le matin. Les gens autour de lui ont commencé à remarquer qu'il se saoulait. C'était problématique. Comme beaucoup d'autres, Daisy s'est tourné vers la boisson quand il a commencé à se sentir malheureux ou anxieux. Il cherchait sûrement du réconfort dans l'alcool, parce qu'il associait ça à la fête. On peut parler d'addiction lorsque quelqu'un commence à perdre le contrôle sur sa consommation. Quand la substance commence à avoir un impact négatif sur la vie, sur le comportement et sur les relations sociales. À bien des égards, l'addiction se porte moins sur la substance elle-même que sur le rapport que la personne entretient avec cette dernière. À l'écran, le couple Daisy-Lucille semble toujours aussi heureux. Mais dans l'intimité, la consommation d'alcool de Daisy commence à peser sur le couple. Monsieur Arnaz écrit lui-même dans son autobiographie que si on lui avait parlé de modération, il n'en serait peut-être pas arrivé à un tel point dans sa consommation, et que cela n'aurait peut-être pas autant nui à sa relation de couple.
Daisy a toujours été dans l'excès. Il n'avait pas cette boussole naturelle qu'ont la plupart des gens. La discipline. Une journée de beuverie en particulier viendra mettre le coup de grâce au mariage de Daisy et Lucille à l'automne 1959. Un soir, Daisy est sortie d'un bordel en titubant. 2 policiers qui passaient par là l'ont arrêté et il a fait un esclandre. Daisy est arrêtée par 2 agents de la brigade des mœurs pour ivresse sur la voie publique. Très vite, l'histoire s'ébruite dans les journaux. Pour Daisy, culturellement, fréquenter des maîtresses ou des prostituées n'était pas un problème. Il disait « Pourquoi s'énerver? C'est juste une prostituée. » Ce n'était pas un péché ni un crime. Il aimait toujours autant sa femme. C'était juste sa personnalité. 8 mois plus tard, voyant que son comportement ne change pas, Daisy et Lucille divorcent. Bien sûr, j'ai remarqué un changement chez Daisy quand ils étaient en plein divorce. Jusque-là, je dirais qu'il avait un tempérament latin. Qu'il soit heureux ou triste, ça allait. Mais à ce moment-là, il était véritablement sous pression. C'était la première fois que je le voyais aussi torturé, déchiré, je dirais même profondément malheureux. Daisy Arnaz était un gros buveur qui voyait la bouteille comme une échappatoire. Sa consommation d'alcool en grande quantité pendant des années a certainement abîmé ses organes, y compris son cerveau, son cœur et son foie. Bien que l'alcool n'est pas toujours considéré comme une cause directe du cancer du poumon, beaucoup de médecins le considèrent comme un agent pathogène du cancer. L'abus d'alcool sur le long terme peut aussi affaiblir le système immunitaire, ce qui rend les cellules plus vulnérables aux agressions. Daisy se remarie en 1963, mais l'alcool continuera à faire partie de sa vie jusqu'au bout. Quand il avait trop bu, il pouvait se montrer agressif. Il était connu pour avoir l'alcool mauvais. Et si c'était à une fête ou à un événement mondain et qu'il sirotait son Bacardi en disant des blagues, tout allait bien. Mais il pouvait y avoir un moment où il franchissait la ligne rouge et là, ça pouvait déraper. Dans les années 70, Daisy a disparu de la scène médiatique, mais de temps en temps, des articles sortent sur ses problèmes d'alcool. On parle d'alcoolisme là. Et on ne devient pas sobre à moins d'avoir un moment de clairvoyance, une prise de conscience où on se dit « Oups, je suis vraiment au plus bas. Il faut que je réagisse. Sinon je pourrais y passer. » Il me paraît important d'examiner la consommation d'alcool de Daisy en lien avec sa consommation de tabac. On estime que l'alcool tend à favoriser l'entrée d'autres toxines chimiques telles que ceux présents dans la fumée du tabac dans les cellules qui tapissent l'appareil digestif. Cela augmente de façon significative le risque de cancer dans les cavités orales, l'ésophage et le côlon. En conclusion, je pense que la consommation d'alcool de Daisy a très certainement contribué à sa mort. Selon son acte de décès, Daisy Arnaz est mort d'un cancer des poumons. Pour autant, le cancer des poumons vient souvent après un premier cancer, qui s'est développé dans une autre partie du corps et qui s'étend ou se métastase dans les poumons. Une fois que le cancer s'est étendu, l'espérance de vie est assez faible, ce qui pourrait expliquer pourquoi Daisy a décliné si rapidement. Alors, le cancer de Daisy aurait-il pu commencer ailleurs ? À partir des années 50, quand Daisy avait 40 ans ou à peine plus, il a commencé à souffrir de problèmes à l'estomac qui ne l'ont plus lâché pendant 30 ans. En 1957, lors d'une consultation chez son médecin pour un problème de ligament, Daisy apprend qu'il a plusieurs diverticules dans le gros intestin. Les diverticules sont de petites poches ou protrusions qui se forment vers le bas de l'appareil digestif lorsque des zones de faiblesse de la paroi du côlon s'étirent sous la pression. On ignore pourquoi exactement ces diverticules se forment, mais on attribue souvent cela à un régime alimentaire déséquilibré, à la cigarette et au stress. À ce stade précoce du diagnostic, les diverticules doivent être pris comme un signal d'alarme.
Le médecin a sûrement conseillé à Daisy de manger plus équilibré et de réduire les sources de stress dans sa vie. Mais Daisy a-t-il suivi les conseils de son médecin ou a-t-il laissé ses intestins à la merci d'un cancer? Quand on dirige l'une des plus grosses émissions au monde et l'un des plus grands studios au monde, et qu'un jour les médecins vous disent « mangez mieux, buvez moins, fumez moins et aussi réduisez le stress », qui parmi vous réussirait à faire ça? Et donc, il a fait ce qu'il avait à faire. À cette époque, Daisy est tellement impliqué dans l'empire des Ilous qu'il lui est impossible de ralentir. De façon rationnelle, on sait bien qu'il faut manger correctement, faire du sport. Mais la plupart d'entre nous ne le font pas, parce qu'il est plus facile de conserver nos habitudes, nocives ou non, qui nous procurent un plaisir immédiat, tandis que les conséquences néfastes ne viendront que plus tard. Prendre soin de son moi futur, c'est plus difficile. Alors si pour Daisy, boire à 11 h du matin lui permet de tenir la journée, d'assurer ses réunions, de fonctionner correctement, l'idée que ses habitudes lui feraient du tort dans 5 ou 10 ans n'était pas sa préoccupation immédiate. Et à la pression professionnelle vient s'ajouter celle de son divorce très public avec Lucille. C'est à ce moment-là que les choses se sont vraiment dégradées. Daisy s'endormait en répétition. Ce n'était pas bon signe. La situation empire encore lorsque Lucille invoque une clause dans leur contrat qui lui permet de racheter la part de Daisy au sein de leur société de production. Lucy a envoyé les cadres de la société lui dire qu'elle voulait utiliser son droit de rachat. Quand ils lui ont dit qu'il était viré, il est allé à son bureau, il a pris un cube avec les photos de ses enfants et il est parti. C'est la seule chose qu'il a prise, après tant d'années à bâtir cet empire. Après avoir perdu sa place au sein de Daisilou, Daisy déménage avec sa seconde épouse Eddie dans sa maison de Delmar. Libérée de la pression professionnelle, Daisy ne change pas pour autant ses mauvaises habitudes. En ignorant les recommandations des médecins et en négligeant sa santé, je vois qu'à la fin des années 60, Daisy devait subir plusieurs opérations pour traiter sa diverticulite aiguë. La diverticulite aiguë apparaît lorsque les diverticules non soignés s'infectent et se déchirent. Des bactéries se déversent dans la cavité abdominale, ce qui provoque une infection grave. Dans ces cas-là, il faut opérer d'urgence pour retirer la partie malade du côlon, puis procéder à une colostomie. Une partie du côlon est déviée grâce à une ouverture dans l'abdomen et reliée à une poche de colostomie pour recueillir les selles. Dans son dossier, j'ai lu que Daisy avait une poche de colostomie pendant plus d'1 an. J'imagine que forcément, vu sa personnalité de macho cubain, ça a dû l'ébranler. Difficile d'être un Latin lover avec un sac de colostomie attaché à l'abdomen. 1 an après sa colostomie, Daisy est opérée à nouveau pour enlever la poche et relier les 2 parties du côlon. Des études indiquent que chez les patients nécessitant une colostomie pour cause de diverticulite aiguë, il existe un risque, certes assez rare, de développer un cancer du côlon. Même si la colostomie de Daisy était temporaire, certains écrits disent qu'il a continué à fumer et boire et qu'il a été hospitalisé à nouveau 5 ans avant sa mort pour une opération d'urgence suite à une hémorragie digestive. Cela prouve que son côlon était toujours très abîmé. Au vu de ces informations, il me semble peu probable que Daisy ait d'abord eu un cancer du côlon, mais le fait que ses intestins et son côlon soient en mauvais état aurait pu dégrader son système immunitaire, multipliant ainsi les risques de développer un cancer. De plus, il me semble qu'autre chose a peut-être affaibli Daisy et l'a empêché de lutter contre le cancer des poumons, le chagrin. Avril 1986, Delmar, Californie. 8 mois avant sa mort. La nouvelle de son cancer des poumons laisse Daisy sonnée et abattue. Une réalité très dure à accepter pour celui qui vient de perdre sa seconde épouse, Eddie, aussi malade du cancer. Quand Eddie entrait en scène, elle était pétillante, drôle, chaleureuse. Elle aimait tout le monde et tout le monde l'aimait.
C'était une personne merveilleuse qui faisait énormément de bien à Daisy. L'épreuve la plus difficile pour Daisy a sans doute été de perdre sa femme, Eddie. Psychologiquement, il a dû être profondément affecté. Non seulement il a dû vivre ce deuil, mais très peu de temps après, il a appris qu'il avait lui-même le cancer. Il a vu sa femme se battre pendant 2 ans contre la maladie. Et à présent, c'est à lui de livrer bataille. Les proches de Daisy m'ont appris qu'avant le diagnostic de son cancer, il n'était pas en bonne santé. Il a été prouvé que la prise en charge d'un proche malade, puis le deuil, crée un stress émotionnel durable qui peut avoir des répercussions physiques graves. Un organisme affaibli peut être plus vulnérable au cancer, ce qui veut dire que Daisy était moins capable de combattre la maladie. Août 1986, Scripps Hospital en Californie. 4 mois avant sa mort. Daisy a subi une série de radiothérapies et entame un nouveau cycle de chimiothérapie. La maladie et le traitement avaient beaucoup affaibli Daisy. Il avait perdu tellement de poids qu'il pesait moins de 45 kilos. Ce n'était plus le Latin lover dynamique qu'il était autrefois. C'était une telle force de la nature, exubérant, tellement rempli de joie de vivre. Et il voit toute cette vitalité s'échapper. Il ne lui restait plus que la souffrance et le temps qui passe. Puis à la fin, même le temps s'en va. Il ne reste plus que la souffrance. Les documents que j'ai à disposition indiquent que Daisy avait décidé de recevoir une radiothérapie, mais aussi une chimiothérapie. Cette combinaison de traitements peut aider à prolonger l'espérance de vie et soulager les symptômes. La radiothérapie utilise des radiations similaires aux rayons X pour cibler et tuer les cellules cancéreuses. La chimiothérapie repose sur l'utilisation de médicaments anti-cancer ou cytotoxiques administrés en intraveineuse et qui détruisent les cellules cancéreuses. Ces médicaments ont donc circulé dans l'organisme de Daisy par le sang, attaquant au passage des cellules saines, ce qui l'a rendu plus vulnérable aux infections. Voilà quelqu'un de mal en point, mais qui décide de tout donner, de faire tout son possible pour vaincre la maladie. Cela nous ramène à ce jeune garçon de 16 ans, qui avait tout, puis qui a tout perdu et qui s'est battu. Il a toujours pu s'appuyer sur sa capacité à travailler dur pour trouver une solution. C'est comme ça qu'il affronte les problèmes et c'est comme ça qu'il a affronté le cancer. Après avoir étudié la vie de Daisy Arnaz, je ne peux écarter le tabac, l'alcool, la diverticulite ou le chagrin comme facteur possible de développement du cancer des poumons qui lui a été fatal. Ça a pu jouer sur sa capacité à lutter contre la maladie. Un moment de tendresse inattendu dans les derniers moments de la vie de Daisy aurait-il permis à ce Cubain fier et déterminé de lâcher prise? Le 2 décembre 1986, Daisy Arnaz, la star et idole de la série télévisée culte des années 50 I Love Lucy, meurt d'un cancer du poumon à l'âge de 69 ans. Le docteur Michael Hunter, légiste renommé, a examiné tous les paramètres médicaux relatifs à son décès. Pour l'instant, j'ai découvert que Daisy Arnaz était un fumeur de cigares et un gros buveur qui souffrait de problèmes intestinaux. Tout ceci a pu contribuer au cancer des poumons qui lui a été fatal. Après le dépistage de son cancer, j'ai lu que Daisy avait tenté de vaincre la maladie grâce à la radiothérapie et la chimiothérapie. Mais il semble que le cancer était déjà trop avancé. 23 novembre 1986, Del Mar, Californie, 9 jours avant sa mort. Daisy a perdu beaucoup de cheveux suite à la chimiothérapie. Il se sent faible et fragile, mais sa fille, Lucy Arnaz, se tient à son chevet.
La dernière fois que j'ai vu Daisy, ça devait être une semaine avant sa mort. Lucie m'avait invité. Je suis allé le voir, même s'il ne voyait plus personne à ce moment-là. J'ai été frappé de voir que dans nos derniers moments, la vie nous met tous sur un pied d'égalité. Qu'il s'agisse des grands de ce monde ou des autres, quand l'heure a sonné, nous sommes tous pareils. Il est probable que le cancer de Daisy se soit propagé de façon incontrôlée dans les tissus et les organes sains, absorbant les nutriments dont ces organes ont besoin. Par conséquent, l'organisme de Daisy a dû avoir plus de mal à lutter contre la maladie. À ce stade, la seule façon pour la famille et les soignants de Daisy de l'aider à traverser cette épreuve était de réduire la douleur en lui administrant des soins palliatifs. Les dernières semaines avant sa mort, l'état de Daisy s'est considérablement dégradé. Les seules personnes à son chevet sont sa fille Lucie et les médecins, car Daisy refuse tout autre visiteur. On parle d'une culture dans laquelle l'hypermasculinité est très valorisée. Daisy, qui était un bel homme fort, est devenu l'ombre de lui-même. L'idée d'être terrassé par quelque chose de plus fort que lui, qui engendre une douleur physique, comme c'est le cas du cancer, a dû être une épreuve terrible. Consciente du lien fort qui unissait ses parents, la fille de Daisy convainc son père mourant de laisser son ex-femme se rendre à son chevet. Elle a fait venir sa mère et elle avait apporté des cassettes de I Love Lucy. Elle les a mis tous les deux dans la chambre, elle a mis la cassette dans le lecteur et les a laissés tous les deux pour qu'ils puissent rire et partager leurs vieux souvenirs. Parler du bon vieux temps. J'imagine à quel point ce moment a dû être dur pour elle. Ça lui a brisé le cœur. « 30 novembre 1986, 2 jours avant sa mort. Daisy, sous soins palliatifs, est dans un état de coma léger quand le téléphone sonne. Sa fille, Lucie Arnaz, décroche, mais l'appel est destiné à Daisy. Lucie Arnaz a tendu le téléphone à Daisy en disant « C'est la rousse ». Ensuite, elle est restée un moment pour les écouter parler. Elle a entendu Lucille, sa mère, dire à son père « Je t'aime » sur des intonations différentes. En entendant ça, elle s'est éclipsée de la chambre. La discussion était très intime et elle ne voulait pas les déranger. Finalement, Daisy a dit « Je t'aime aussi. Bonne chance pour ton émission ». Peu après, Daisy sombre dans le coma. Il y a un moment où même les personnes extraordinaires finissent par baisser les bras. Je pense que c'est ce qui s'est passé. Il s'est enfin relâché. Quand le cancer touche les poumons, les cellules saines sont détruites au point qu'il ne reste plus assez de tissus sains capables d'absorber assez d'oxygène pour survivre. La quantité d'oxygène dans le sang de Daisy s'est progressivement réduite au point de ne lui laisser aucune force pour lutter contre l'infection. Son corps s'est progressivement éteint, provoquant une insuffisance respiratoire. Le 2 décembre à 12h05, Daisy Arnaz est emportée par le cancer. Sa fille, Lucie, est près de lui lorsqu'il rend son dernier souffle. Daisy Arnaz, 69 ans, est mort aujourd'hui d'un cancer du poumon. Il est mort près de moi, dans mes bras, et on l'aimait tous énormément. Je n'ai pas été surprise quand il est mort, mais j'étais triste. Très triste. Tout à coup, il y a eu une effusion d'amour. Pour toute une génération qui avait grandi avec I Love Lucy, c'était comme perdre un ami de la famille. Les jours suivant la mort de Daisy, son médecin a expliqué que son cancer des poumons venait de sa consommation de cigares cubains. Je suis d'accord pour intégrer le tabagisme dans les facteurs responsables de sa mort, mais je ne souhaite pas écarter l'alcool ni les conséquences sur son organisme de ses graves problèmes intestinaux. À présent, ce qui m'intéresse, c'est un élément que Daisy a évoqué 10 ans avant sa mort. Il parle d'un emploi qu'il exerçait à l'époque où il venait de s'exiler aux États-Unis. L'histoire des cages de Canaries?
Alors, pour vous expliquer, il y avait un type dont la passion, c'était d'élever des canaris. Il y arrivait tellement bien qu'il s'était retrouvé avec des canaris plein son garage. Il a eu l'idée de les mettre dans des cages et d'en déposer 2 ou 3 dans différents magasins. Comme ça, le magasin les vendait et lui, il touchait une partie du prix de la vente. Mon job à moi, c'était d'aller nettoyer les cages et de nourrir les canaris pour 15 $ la semaine et un repas. J'ai consulté de la documentation qui prouve que les déjections de canaris contiennent un champignon microscopique appelé le Cryptococcus neoformans. On le trouve souvent dans les déjections de pigeons, et s'il est inhalé, ce champignon peut infecter les poumons, provoquant une maladie pulmonaire rare, semblable à la pneumonie, et potentiellement mortelle chez des patients immunodéprimés. Je tiens ici le dossier médical militaire de Daisy, qui n'indique aucune anomalie pulmonaire ni thoracique lorsqu'il avait 25 ans. Or, des recherches récentes ont prouvé que le champignon pouvait rester dormant et attaquer en cas de faiblesse du système immunitaire. Je suis certain que Daisy est mort des répercussions de son cancer du poumon, mais ces études soulèvent une incertitude, à savoir que sa mort a peut-être été précipitée par la présence de ce champignon dormant pendant des décennies. Après avoir examiné l'intégralité des preuves, le Dr Michael Hunter peut à présent livrer ses conclusions sur la mort de la star du petit écran, Daisy Arnaz. Mes recherches prouvent que Daisy a fumé et bu de l'alcool pendant des décennies, ce qui a énormément affecté sa santé. J'ai envisagé l'idée que son cancer des poumons était peut-être parti d'un premier cancer du côlon, en raison de problèmes intestinaux dont il a souffert pendant des années. Mais aucune preuve ne peut étayer cette hypothèse. Donc je suis certain que les toxines cancérigènes présentes dans la fumée de cigarillos, ainsi que l'alcool, ont été un mélange fatal qui a provoqué un cancer des poumons. Lorsque la maladie a été dépistée, il est possible que le chagrin et un champignon rare aient joué un rôle en précipitant sa mort. Je sais que dans les derniers mois de sa vie, Daisy avait du mal à respirer. Cela indique clairement que le cancer envahissait ses poumons. Et à la fin de sa vie, Daisy avait si peu de tissu pulmonaire sain que ses poumons ne pouvaient plus absorber la quantité d'oxygène nécessaire à la respiration. Ses organes vitaux ont naturellement ralenti, puis, n'étant plus irrigués par le sang, ils ont cessé de fonctionner. Cela a provoqué un arrêt cardiaque et, pour finir, la mort de Daisy. En tant que médecin légiste, j'ai vu de mes yeux les conséquences du cancer sur un corps humain. Daisy Arnaz a passé presque 50 ans de sa vie à boire et à fumer. Il n'aurait donc pas pu réchapper à cette maladie mortelle. Daisy était un homme volontaire et très intelligent, qui savait peut-être qu'il détruisait son corps. Mais il a aussi vécu avec passion, quelles qu'en soient les conséquences. Il ne faisait rien à moitié, que ce soit dans la vie professionnelle ou dans son amour pour les produits qui lui rappelaient sa Cuba bien-aimée, le rhum et les cigares. C'était à la fois sa passion et son poison. Daisy Arnaz était un homme plein de vie. La joie de vivre à l'état pur. Il était exubérant, drôle. Daisy Arnaz était un homme vivant. Il n'aurait jamais été aussi heureux pendant les belles périodes de sa vie s'il n'avait pas pu fumer ses cigares ou boire son rhum, s'il n'y avait pas eu la pêche, les courses ou les jeux d'argent. On peut très bien le juger en disant « c'était mauvais pour lui, ça l'a sûrement tué », mais en réalité, c'est ça qui le rendait vivant.